Avec la crise de la dette souveraine, tous les pays européens s'acharnent à réduire leurs dépenses publiques. Et avec leurs dépenses publiques, leurs dépenses sociales. Il n'y a pas d'alternative, nous disent en chœur la plupart des experts. Pourtant, certains économistes ne voient pas de sortie de crise possible sans réhabilitation de l'État social, de la dépense publique et de l'impôt. C'est la parole d'auteur de Christophe Rameau, économiste et chercheur à l'Université de Paris-Sorbonne et membre du conseil scientifique d'Attac. Le néolibéralisme est en crise. Comment saisir la profondeur de cette crise? Quel sens lui donner? Ça sera l'objet de la première partie de mon topo. Et puis, deuxième partie, l'idée que pour sortir par le haut de cette crise, il convient de réhabiliter l'État social. Donc, la crise du néolibéralisme. Le néolibéralisme, c'est le régime de politique économique qui s'était imposé depuis la fin des années 70, début des années 80, qui reposait principalement sur 4 leviers. Premier levier, la finance libéralisée. Deuxième levier, le libre-échange commercial. Troisième levier, l'austérité salariale. Et puis quatrième levier, la contre-révolution fiscale. C'est-à-dire l'idée qu'on taxe moins les riches avec l'idée que les profits d'aujourd'hui font les investissements de demain, qui font les emplois d'après-demain. Ce régime, en fait, ce qu'on peut soutenir aujourd'hui, suite à la crise ouverte en 2007, c'est que ce régime n'est absolument pas viable. Il conduit à un tassement de la consommation des ménages. L'essentiel des ménages aujourd'hui, un peu partout dans le monde, en particulier dans les pays développés, sont des salariés. Donc lorsqu'on comprime les salaires, eh bien, on assiste à une compression de la consommation des ménages et donc à un tassement de la demande. Donc ce régime n'est pas viable. On peut dire qu'il a été sauvé pendant des décennies, en particulier dans les années 90 et surtout dans les années 2000, par les États-Unis. Les États-Unis ont en quelque sorte joué leur rôle de leadership, les États-Unis mais aussi l'Espagne ou le Royaume-Uni. Donc ces pays ont sauvé la croissance mondiale, non pas en augmentant les salaires, puisque les États-Unis avaient inventé en quelque sorte le modèle du capitalisme actionnarial, mais ils ont sauvé la croissance mondiale par l'endettement privé des ménages. Donc à défaut d'augmenter les salaires, on a en quelque sorte augmenté la dette des ménages. Cela a marché pendant tout un temps, si l'on peut dire, et puis tout cela a explosé en 2007. La crise de 2007, c'est vraiment le début de ce qu'on peut appeler la fin du néolibéralisme. Ce régime n'est pas viable. Ce qu'on peut dire de surcroît, c'est que le néolibéralisme peut être jugé aussi pas simplement responsable de la hausse des inégalités, de la hausse du chômage, qu'on connaît maintenant depuis une trentaine d'années, même si c'est avec des variantes selon les pays, mais on peut soutenir qu'il est aussi responsable de la montée des dettes publiques. La dette publique en France en 1982, date de la dernière grande relance keynésienne, était de l'ordre de 25% du PIB. On est passé à 65% avant même la crise, en 2007, et on atteint aujourd'hui... on va atteindre aujourd'hui de l'ordre de 90%. La France étant d'ailleurs dans la moyenne de la zone euro, bien en deçà de ce qui peut exister bien entendu en Grèce ou en Italie, mais bien aussi bien en deçà de ce qui peut exister aux États-Unis, où on vient de dépasser les 100% de dette publique, ou de ce qui peut exister bien entendu au Japon, où on est à 200%. Pourquoi la dette publique fait partie du passif du néolibéralisme? Pour une raison toute simple. Lorsqu'on comprime l'activité, on peut dire qu'il y a 2 principales racines à la dette publique. Les politiques néolibérales ont comprimé l'activité, et donc ça a comprimé les recettes fiscales. Et la dette publique, à présent on le sait, ne se creuse pas d'abord et avant tout par surcroît de dépenses publiques, mais elle se creuse d'abord et avant tout par défaut de recettes publiques. Voilà, un budget, ce n'est pas simplement des dépenses. Les néolibéraux, lorsqu'ils parlent de la dette publique, ont tendance à insister, bien entendu, sur le trop-plein de dépenses. Ce que répondent les keynésiens, et l'optique dans laquelle je me situe est une optique keynésienne, ce que répondent les keynésiens, c'est que ce diagnostic ne tient pas, puisque au cours des 30 dernières années, il y a eu de l'austérité budgétaire. La part des dépenses de l'État, je parle bien des dépenses de l'État, pas des dépenses de protection sociale, puisque l'essentiel de la hausse de la dette publique, c'est la dette de l'État. Ça représente 80% de la dette publique en France. Bon, eh bien, la part des dépenses de l'État en pourcentage du PIB a eu plutôt tendance à se stabiliser, voire même à baisser légèrement, si on prend les chiffres de l'année 2005-2006 par rapport à ce qui existait dans les décennies précédentes. Donc ce n'est pas la hausse des dépenses de l'État qui a provoqué l'explosion de la dette publique, ce sont les politiques néolibérales, politiques d'austérité budgétaire, politiques monétaristes, politiques d'austérité salariale, qui ont comprimé l'activité et donc qui ont tari les recettes fiscales. Et on peut dire qu'il y a une seconde responsabilité au creusement de la dette publique, ce sont les cadeaux fiscaux faits aux plus riches, la fameuse contre-révolution
révolution fiscale que j'ai évoquée tout à l'heure, qui a bien entendu tari, elle aussi, les recettes fiscales. Et donc, on est à présent, depuis 2010, un peu dans ce paradoxe tout à fait particulier, spécifique largement à la zone euro, qui est que 2007 marque la faillite avérée du néolibéralisme, et paradoxalement, à partir de 2010, les néolibéraux, en Europe, prennent prétexte de l'une des conséquences de leur crise, c'est-à-dire le creusement des dettes publiques, pour dire, il faut finalement aller plus loin dans l'application de nos modèles. Et donc, depuis 2010, dans la zone euro, on n'observe pas ce genre de dynamique dans les autres pays industrialisés, ni aux États-Unis, ni au Japon, ni d'ailleurs en Chine, où l'intervention publique reste très forte, dans tous ces pays, y compris en termes de relance budgétaire. Donc, dans la zone euro, les néolibéraux ont réussi en quelque sorte un hold-up intellectuel, un véritable coup de force, qui est de prendre prétexte de l'une des conséquences de leur crise pour aller plus loin dans l'application de leur modèle. Bon, nous sommes en 2012, il y a un nouveau rebond de la crise, le diagnostic que je fais, qui est partagé aujourd'hui par un nombre d'économistes, c'est que les solutions d'austérité généralisée, particulièrement brutales, qui ont été mises en œuvre, soi-disant pour résoudre le problème de la dette publique, d'abord ne résolvent pas, bien entendu, les dettes publiques, puisque quand on comprime, quand on effondre même l'activité, puisque le PIB de la Grèce a quand même chuté de près de plus de 15% ces 4 dernières années, bien entendu, les déficits publics ne peuvent pas se réduire. Ce qu'on gagne du côté de la réduction des dépenses publiques, on perd du côté des recettes, et donc résultat des courses, le déficit public de la Grèce en 2011 est exactement quasiment le même que celui qui existait en 2010, malgré la cure d'austérité généralisée. Donc la solution néolibérale ne fonctionne pas. Et donc tout l'enjeu, bien entendu, c'est de tourner à présent définitivement cette page, d'où, de mon point de vue, la réhabilitation qu'il convient de faire de l'État social. Qu'est-ce que j'entends par État social ? J'invite à retenir une définition large de l'État social. On réduit trop souvent l'État social à la seule protection sociale. Un domaine, c'est important, mais un domaine limité, malgré tout. À l'inverse, je considère qu'il convient donc de retenir une définition large de l'État social autour de 4 piliers. Premier pilier, la protection sociale, sur laquelle je reviendrai. Deuxième pilier, les instruments de régulation des rapports de travail, c'est-à-dire le droit du travail, le droit à la négociation collective. Troisième pilier, les services publics. Et quatrième pilier, les politiques économiques, budgétaires, monétaires, industrielles, commerciales, politiques des revenus, tout ce qu'on appelle les politiques keynésiennes de soutien à l'activité et à l'emploi. L'intérêt de retenir cette définition large de l'État social est double. Premier intérêt, c'est que ça permet de saisir la cohérence d'ensemble de la véritable révolution, il n'y a pas d'autre mot, qui est intervenue tout au long du XXe siècle en matière de régulation économique et sociale. À y bien réfléchir, ce qu'on peut soutenir, c'est que d'ores et déjà aujourd'hui, et cela dans tous les pays du monde, y compris aux États-Unis, y compris dans ce qu'on appelle les pays libéraux, nous ne vivons pas dans des économies de marché. Nous vivons dans des économies avec du marché, avec du capital, ce qui d'ailleurs n'est pas exactement la même chose. Le capital souvent n'aime pas la concurrence, qui se comprend aisément de son point de vue, mais donc nous vivons dans des économies avec du marché, avec du capital, c'est-à-dire avec de l'initiative privée, et l'initiative privée bien entendu a du bon, mais aussi avec de l'intervention publique. Et cette intervention publique est absolument massive, ce n'est pas simplement une béquille au service de l'initiative privée, même si elle est utile à l'initiative privée, elle a sa positivité, elle a sa fonctionnalité propre. Le deuxième intérêt de retenir une définition large de l'État social, sur lequel je ne peux pas m'étendre aujourd'hui, c'est le fait que, paradoxalement, on peut soutenir que l'État social, qui est quelque chose donc d'énorme, quand on met bout à bout la protection sociale, c'est un tiers du revenu des ménages en France, les services publics, c'est 30% des emplois en France, l'emploi public, le droit du travail, c'est 3000 pages du Code du travail, les politiques économiques, budgétaires, monétaires, etc. Donc on a quelque chose d'absolument énorme, et bien paradoxalement, on peut soutenir qu'on n'a pas la théorie de cet État social. C'est-à-dire qu'on n'a pas la théorie de ce qui constitue finalement notre principale révolution en matière de régulation économique et sociale. Je passe sur cette dimension proprement théorique pour revenir à la réhabilitation de l'État social. On peut dire que l'État social mérite d'être réhabilité, tout d'abord parce qu'il est toujours d'actualité. Il est doublement d'actualité. Premièrement, il est toujours là. L'État social a été déstabilisé, renié, remis en cause par les politiques néolibérales. En fait, le néolibéralisme, c'est d'abord attaqué au volet politique économique, c'est-à-dire la remise en cause, l'austérité salariale, politique de revenus, libéralisation de la finance, donc
politique industrielle de libéralisation du secteur bancaire et financier qui nous a conduit à la catastrophe que l'on connaît, politique de libéralisation en matière commerciale, donc remise en cause de la politique commerciale, mais de façon plus générale, le néolibéralisme est en fait attaqué aux 4 piliers de l'État social. Le pilier politique économique, je viens d'en parler, c'est sans doute ici qu'il a été le plus loin, mais aussi tentative de remise en cause des services publics, de la protection sociale et la flexibilisation du droit du travail. Néanmoins, l'État social a été remis en cause, déstabilisé, il n'a pas été mis à bas. Il est toujours là. Et de ce point de vue-là, il faut se garder, il faut se préserver d'un certain discours catastrophiste qui a tendance finalement à faire, malgré lui, le jeu du néolibéralisme en inscrivant dans les têtes l'idée que l'État social ne serait plus qu'une figure du passé adaptée aux 30 Glorieuses, alors qu'il est né bien avant d'ailleurs, et qu'il ne resterait en quelque sorte que quelques miettes. Non, l'État social est toujours là. J'ai donné quelques chiffres tout à l'heure. La part des dépenses sociales publiques dans les pays de l'OCDE a eu plutôt tendance à augmenter ces 30 dernières années. On pourrait ainsi multiplier les illustrations sur chacun des 4 piliers. Et puis la deuxième raison qui fonde l'actualité de l'État social, c'est le bilan du néolibéralisme dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, pour conclure, je pense qu'il est important de réhabiliter l'État social. Réhabiliter l'État social, ça signifie notamment, ça passe notamment, pas simplement, mais ça passe notamment par réhabiliter la dépense publique. La dépense publique aujourd'hui en France, c'est 56% du PIB. Quand on entend ce chiffre, ça paraît absolument astronomique. C'est plus de 1000 milliards d'euros, le PIB faisant de l'ordre de 2000 milliards. Mais quelques éléments pour réhabiliter cette dépense publique. Tout d'abord, quand on dit que la dépense publique est de plus de 1000 milliards d'euros, c'est bien entendu juste, mais il faut savoir qu'on mélange un peu tout et n'importe quoi là-dedans. La moitié de la dépense publique, 560 milliards, c'est en fait constitué de prélèvements sociaux ou fiscaux qui sont immédiatement reversés aux ménages ou aux entreprises d'ailleurs, et qui soutiennent donc leurs dépenses privées. Les prestations sociales en espèces, avec lesquelles les retraités dépensent ce qu'ils veulent, la plupart du temps auprès des acteurs privés. Les prestations sociales en espèces, donc retraite, allocation chômage, ça représente 380 milliards. Les prestations sociales en nature, ça représente 180 milliards. Ce sont des sommes que l'État rembourse aux ménages pour rembourser donc une partie de leurs dépenses auprès du privé, achat de médicaments, allocation logement pour une partie des loyers versés aux propriétaires. Voilà. Donc on a la moitié de la dépense publique en fait qui est constituée de prélèvements opérés par les administrations publiques mais qui sont immédiatement reversés aux ménages. Et l'autre moitié, ça sert à payer des services publics non marchands. Et de ce point de vue-là, il y a aussi lieu de réhabiliter donc cet impôt stricto sensu. Réhabiliter, ça signifie quoi? Quand vous rentrez dans votre boulangerie le matin, vous ne dites pas à votre boulanger: heureusement que je suis là pour financer ta boulangerie. Vous payez votre croissant et vous jugez bien entendu que c'est utile et que c'est normal. Eh bien les impôts, ça sert fondamentalement à la même chose. Ça sert à payer le service productif des fonctionnaires. Productif, j'insiste sur ce point. Les fonctionnaires, quel que soit leur métier, militaires, policiers, magistrats, enseignants, infirmières, contribuent au PIB. La contribution des administrations publiques au PIB, c'est de l'ordre d'un tiers du PIB. On vérifie à nouveau que l'État social est toujours là. Eh bien, ce à quoi sert l'impôt, ça sert fondamentalement à payer les services non marchands qui sont délivrés aux ménages. Et donc, rien ne se perd. Rien ne se perd, c'est-à-dire que tout ce qui est prélevé, finalement, bénéficie aux ménages. Un chiffre à ce niveau, si on ajoute les prestations sociales en espèces, retraite principalement, les prestations sociales en nature, la santé principalement, et puis ce qu'on appelle les services non marchands individualisables, c'est-à-dire l'éducation, l'hôpital public, eh bien on arrive à 42% du revenu des ménages. C'est-à-dire ce qu'on présente toujours sous l'angle des prélèvements, des charges sociales qu'il conviendrait d'alléger, eh bien en fait, ce qu'il faut au contraire réhabiliter, c'est le fait que ces prélèvements permettent de payer des services publics non marchands qui sont extrêmement utiles, et les pays qui recourent plutôt au privé pour assurer ces activités ont un bilan qui n'est pas bon. Un exemple, la santé aux États-Unis, c'est privé, ça ne fonctionne pas, c'est très coûteux, 18% du PIB contre de l'ordre de 12-13% en France. Et puis d'ailleurs, ça signifie quoi? Ça signifie qu'à la fin de chaque mois, les entreprises américaines, elles ont des prélèvements obligatoires effectivement plus faibles qu'en France, mais elles ont des prélèvements privés beaucoup plus importants, puisqu'à la fin de chaque mois, les entreprises doivent verser aux fonds de pension, aux assurances privées, des prélèvements qui ne rentrent pas dans le calcul des prélèvements obligatoires, puisque ça va à des organismes privés, mais elles sont obligées de le faire pour payer la santé privée et la retraite privée de leurs salariés, des concitoyens américains, et ça ne fonctionne pas dans le sens où c'est à la fois inégalitaire et extrêmement coûteux. On estime que les frais de gestion du système santé privé américain, c'est de l'ordre de 40% du budget de ces dépenses de santé privée. C'est quelque chose d'absolument colossal contre de l'ordre de 5% en France. Voilà. Il y a lieu de réhabiliter pleinement l'État social pour sortir par le haut de la crise du néolibéralisme.